Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteur en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour Dr Hertog et merci beaucoup de nous inviter dans votre clinique de Bruxelles. On est ravis de réaliser avec vous ces podcasts Paroles d'experts. Aujourd'hui, on va parler peut-être du mal du siècle, le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, Dr Hertog, évidemment, vous recevez beaucoup de patients certainement stressés. On sait que le stress a un impact énorme sur notre homéostasie, la tension artérielle, la glycémie et l'équilibre acido-basique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le stress impacte notre équilibre acido-basique? Oui, je pense que ça se voit aussi d'un autre côté. Si vous avez un pH qui est trop bas, c'est-à-dire vous êtes trop acide, vous allez être stressé parce que tout votre corps est en fait agressé un peu de l'intérieur. Et de là, l'intérêt, par exemple, pour mes patients aussi, que je leur propose d'abord un régime alimentaire qui est moins acide, ça veut dire beaucoup de fruits, légumes, ça alcalinise, ça c'est tout à fait bien. Et qu'aussi, éventuellement, si ça ne suffit pas, je poudre une poudre alcalisante. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que vraiment l'anxiété diminue, on se sent mieux en prenant ce genre de supplément une fois par jour, par exemple. Justement, dans ces solutions d'électrolytes alcalinisantes, c'est très intéressant d'avoir une synergie de minéraux, une synergie pauvre en sodium. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi les solutions pauvres en sodium sont intéressantes? Oui, c'est ça. Donc, beaucoup d'études ont été faites avec du bicarbonate de soude, c'est-à-dire sodium, mais ce n'est pas tout à fait l'idéal pour la personne qui a une tension élevée. De là, il y a toute une série d'autres formules avec peu de sodium, avec beaucoup d'autres minéraux, parce que ce sont tous les minéraux qui alcalinisent, comme beaucoup plus de magnésium, de potassium, de calcium, etc., et qui ont vraiment un effet alors calmant sur la personne, très, très bénéfique. Donc, je pense qu'il faut choisir ce genre de formule pauvre en sodium. Et pour rester très pratique, est-ce que vous pourriez nous expliquer les signes que vous observez justement pour repérer ces terrains les plus acidifiés chez vos patients? Bien, j'ai tout un questionnaire que je présente aux patients et qui est, par exemple, c'est surtout la fatigue. Et le signe le plus typique, c'est vous montez les escaliers et c'est difficile, vous avez les jambes lourdes, c'est fatigant. Par contre, si vous êtes plus alcalisant, vous prenez une solution alcalisante et vous en prenez trop, vous allez comme flotter au-dessus de votre escalier. C'est une impression qu'on a dans la haute montagne d'être un peu vaseux, mais en flottant. Et donc, entre cette lourdeur que donne l'acidité et la nervosité que donne, on est beaucoup plus nerveux et tendu, et l'excès de détente et le côté un peu vaseux, trop alcalin, on peut facilement savoir si on est acide, trop acide ou trop alcalin ou juste bien. Et évidemment, je voudrais que, en tout cas, mes patients soient bien dans leur peau tout le temps et ça, c'est possible en corrigeant ces équilibres de pH. D'accord. Et alors, dans la prise en charge du stress et de l'anxiété, on parle évidemment souvent du magnésium. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fondamentaux d'une bonne complémentation au magnésium, les doses que vous recommandez, Oui. comment le prendre, etc.? Donc, il faut d'abord savoir que les aliments ont environ 50% moins de magnésium qu'il y a une centaine d'années. Donc, parce que les sols sont épuisés en magnésium. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître un sol épuisé en magnésium? L'herbe est vert clair, donc n'a plus cette verdeur foncée. Et donc, les aliments que nous mangeons
poussent trop vite. On met des fertilisateurs, ils poussent beaucoup plus vite. Ils n'ont pas le temps de prendre tout le magnésium du sol, qui est déjà approuvé en magnésium puisqu'il est trop utilisé pour la même culture. Et alors, vous avez dans votre assiette une alimentation pauvre en magnésium parce que pauvre en légumes à feuilles vertes foncées. Et pour cela, ce que moi je propose, c'est pratiquement à tous les patients de prendre du magnésium parce que aussi leurs dosages dans le sang sont trop bas. Et il faut, en fait, le magnésium est livré attaché à une molécule. Mais ce qu'il faut surtout compter, c'est le nombre de magnésium élémentaire, c'est-à-dire des parties de magnésium dans ces complexes. Et par exemple, quand vous avez du magnésium glycérophosphate, vous avez en fait le complexe, mais il y a environ 20% qui est du magnésium et 80% du glycérophosphate ou du citrate ou de beaucoup de ces choses. Et alors, ça sont quand même les meilleurs suppléments parce que vous avez aussi le magnésium oxyde qui se vend le plus, mais malheureusement qui est très peu absorbé. Et là, vous avez 80 ou je ne sais plus les chiffres exacts, mais en tout cas, la majorité, c'est du magnésium élémentaire, mais peu absorbé. Par contre, si vous êtes constipé, c'est excellent pour aller plus facilement à selle. Et donc, il faut prendre souvent du magnésium le matin et sans les grosses carences aussi le soir. Et donc, en 2 fois, il faut prendre quand même en élémentaire, il faut essayer d'avoir 200 mg le matin et 200 mg le soir ou 400 mg par jour, mais certains médecins qui s'y connaissent beaucoup vont jusqu'à 800 mg élémentaires par jour. Donc, c'est vraiment important de connaître un peu la quantité d'élémentaires là-dedans. Alors, quel est le problème quand on prend trop de magnésium? C'est qu'on a de la diarrhée, en fait. Et donc, c'est entre ne pas avoir de diarrhée et être constipé, il faut être juste au milieu. Et ça, c'est le bon niveau. Aussi, la personne doit se sentir beaucoup plus détendue et avoir plus d'énergie l'après-midi. Donc, la carence en magnésium donne surtout une fatigue du soir, de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'au début, la personne étant en carence en magnésium est très tendue toute la matinée et elle a encore de l'énergie. Mais elle épuise son énergie beaucoup plus vite que les autres à cause de cette tension musculaire et nerveuse. Et alors, l'après-midi, elle est fatiguée. Elle a besoin de magnésium. Si elle ne prend pas de magnésium, cette fatigue peut persister un peu plus longtemps encore que seulement l'après-midi. Et il existe des synergies de glycérophosphate de magnésium avec de la taurine, du jus de betterave, des vitamines du groupe B, en particulier la vitamine B6 sous forme active. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la vitamine B6 dans ce contexte de stress et de fatigue? Alors justement, la vitamine B6 dans les études a montré que lorsqu'on ajoute au magnésium de la vitamine B6, on a une diminution de l'anxiété supplémentaire et du stress. Donc, c'est tout à fait à conseiller quand vous êtes tendu et stressé comme problème principal de prendre une association. Les autres associations comme taurine et jus de betterave sont soit aident l'effet, la pénétration du magnésium dedans ou l'absorption. Donc, ça permet d'optimiser la préparation de magnésium. Au-delà du magnésium, le coenzyme Q10 aussi est extrêmement intéressant dans la prise en charge du stress. Alors, on parle beaucoup du coenzyme Q10 pour les problématiques cardiovasculaires, mais dans le stress aussi, il a une place très intéressante parce que vous l'utilisez dans ce contexte et qu'est-ce qu'il vous apporte en pratique? Je utilise plus le coenzyme Q10 pour donner plus d'énergie, entre autres aussi à l'exercice physique, mais il faut des hautes doses, là, comme 200-300 mg. Il a un effet, en effet, du stress qui a été démontré, que ça fonctionne, et en fait, ça travaille sur 2 formes de stress. Il y a le stress extérieur dont on est conscient, on souffre, et puis le stress oxydatif, puisque le coenzyme Q10 est un antioxydant extrêmement puissant et peut vraiment fort diminuer le stress oxydatif par 20, 30, 40%, ce qui est vraiment beaucoup si vous donnez suffisamment. Et les doses qu'il faut, c'est pas seulement 50 mg, il faut passer au-dessus de 120 mg, 150 à 200 mg pour avoir un effet suffisant sur le stress oxydatif ou stress psychologique. Et est-ce que la forme galénique du coenzyme Q10 a un intérêt et vraiment apporte quelque chose à la prise du coenzyme Q10? Alors, il y a 2, ou je dirais même 3 formes pour l'instant. L'ubiquinone simple, qui était alors assez bien absorbé, avait de bons effets, mais il fallait donner des doses relativement élevées, dont on a beaucoup d'études montrant que ça fonctionne. L'avantage, c'est sa stabilité. Alors, il y a l'ubiquinol qui est moins stable, qui est mieux absorbé. Et alors, ils ont apparemment maintenant un ubiquinone
biquinone, donc à haute absorption. Et alors, donc, vous avez la stabilité et la très haute absorption de ce biquinone et qui est maintenant un peu, je dirais, pas seulement le dernier jouet, probablement la dernière performance du coenzyme Q10 pour suffire à nous convaincre d'en prendre. Et je pense que chacun doit en prendre 100 à 200 mg par jour. Est-ce que vous recommandez une prise en continu de coenzyme Q10 ou est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant d'avoir des petites fenêtres thérapeutiques? Alors, de plus en plus, je crois qu'il faudrait interrompre les traitements. Il ne faut pas que le corps s'habitue à une supplémentation continuelle. Et donc, il y a deux possibilités. Soit vous arrêtez une semaine à la fin du mois ou 2 jours par semaine. Je pense que c'est beaucoup mieux. Vous arrêtez évidemment le coenzyme Q10 dans les périodes où vous en avez moins besoin. Si vous êtes en vacances avec pas beaucoup de soucis, je pense que ça, c'est la bonne méthode d'arrêter. Ou le week-end, dans la semaine, le week-end, vous êtes plus détendu, c'est OK. Par contre, en semaine, vous êtes peut-être plus soumis à du stress, autant en prendre en semaine. Alors, on a parlé des solutions d'électrolytes, du magnésium et du coenzyme Q10 en termes de complémentation pour prendre en charge ces états de stress. Et dans l'assiette, quelles sont vos recommandations principales puisque, évidemment, notre alimentation a un impact sur notre stress? Oui, donc il faut une alimentation calmante. Donc, beaucoup de salades ou des légumes comme des épinards à feuilles vertes sombres, excellent comme apport. Il y a aussi de l'acide folique dedans en assez grande quantité. Donc fruits et légumes, ça c'est ce qui calme le plus. Mais il faut encore faire attention parce que certains fruits provoquent des réactions d'histamine. Donc les bananes par exemple peuvent faire ça. Certains légumes, peu de légumes peuvent provoquer ça, donc ça c'est bien, mais les avocats, par exemple, les tomates peuvent provoquer des réactions d'histamine. Donc peut-être vous informer sur Internet sur les aliments qui provoquent l'histamine ou pas, de façon à mieux choisir vos aliments. Et alors, en tous les cas, je ne mangerai pas de protéines le soir parce que là, vous allez mal dormir et vous allez être pas reposé le matin. Vous allez même gonfler le visage parce que ça provoque une insuffisance thyroïdienne. Donc, mangez de la viande le matin ou le midi. Donc, cette alimentation peut donner un très bon effet. Donc ça, je commencerai surtout avec l'alimentation. Alors, il faut savoir que pourquoi manger des cuissons dans de l'huile? C'est très agressif. Il y a plusieurs études qui montrent qu'on n'est pas bien dans sa peau parce qu'on ne digère pas bien, mais aussi qu'on est nerveux et qu'on peut aussi vieillir précocement à cause de ça. Ça provoque un stress cognitif. Donc, il faut vraiment manger une alimentation qui est soit crue, bouillie ou à la vapeur, mais jamais cuite dans de l'huile. Il n'y a pas une seule huile que je crois qui ne s'oxyde pas. Même l'huile de coco s'oxyde. Il y a 2-4% d'acides gras saturés. Donc, évitez les cuissons à haute température. Et dans le four à 85 degrés pour tout ce que vous cuisez, c'est OK. Bouillir, etc. Mais pas de cuisson, pas de grillade, pas grillé, etc. Donc, évitez ce genre de cuisson en général. Ok, merci beaucoup Dr Hertog pour tous ces conseils et toutes ces recommandations de complémentation extrêmement intéressantes et très utiles compte tenu du nombre de personnes qui sont très stressées aujourd'hui. Merci beaucoup et on va vous retrouver très prochainement pour un autre podcast. À bientôt.